dernière balade à Huayna-Iti où les plages sont les plus belles et le lagon le plus large. Bora Bora est certainement l'île polynésienne la plus célèbre. Peu de gens l'ont visitée, et pourtant son nom est familier à des millions d'Occidentaux pour qui elle fait figure d'annexe du paradis. Depuis de nombreuses années, elle s'enorgueillit du statut très convoité de perle du Pacifique auprès des voyagistes du monde entier. Mais là encore, les clichés ont la vie dure, et Bora Bora ne se réduit pas à un dépliant touristique. Certains villages, comme Anahu, échappent à la pression touristique. On y voit des scènes ordinaires de la vie polynésienne. Les écoles restent un élément important de la transmission de l'identité. En dehors des disciplines classiques, les enfants sont initiés aux activités traditionnelles comme la musique et la danse qui leur permettent d'explorer les mythes et légendes de l'origine de leur peuple. Mais s'il existe une Bora Bora authentique, l'image de l'île est étroitement associée à son cadre enchanteur. La carte postale, une vue aérienne de préférence, incarne le rêve tropical. Et incontestablement, Bora Bora a fière allure. Ses pics volcaniques, sa végétation luxuriante, son immense lagon turquoise et son chapelet de motu bordé de sable blanc coiffant la barrière de corail justifient sans aucun doute cette notoriété mondiale. Le lagon de Bora Bora est le plus vaste des îles sous le vent. Les Raimanta en sont encore les reines. Mais l'île a du mal à résister à une pression hôtelière qui pourrait mettre en péril l'équilibre fragile de ce milieu exceptionnel. Dominant ce paysage unique, Alain Desper possède une maison entièrement ouverte sur le lagon. Alain est peintre et il a décidé de poser son chevalet ici pour composer une expression originale de la Polynésie portée par ce cadre grandiose à l'origine de son inspiration. Il n'y a pas de plus beau studio que celui-ci. J'ai jamais travaillé dans un studio aussi agréable que celui-ci. Sur tous les tableaux que je fais de Bora Bora, je mets Otemanu et Paia. Ouais, j'ai l'habitude de faire cette perspective-là. Le lagon est un observatoire exceptionnel de la vie marine. Au large, on croise régulièrement des baleines. Pour les amateurs de sensations fortes, une sortie en wakeboard permet de goûter d'un peu plus près à la force des éléments. En sortant un peu des sentiers touristiques, la nuit s'anime au rythme des percussions, du chant et des danses. La troupe d'Anahu prépare activement les fêtes de juillet. Le bateau reste le moyen privilégié pour circuler sur le lagon.
À chaque instant de la journée, le ciel, l'eau, la végétation et la lumière composent en permanence un spectacle saisissant aux atmosphères changeantes et chaque fois uniques. À un battement d'ailes de Bora Bora, l'île de Raiatea est restée très nature. En dehors du tourisme, la perle représente la deuxième source de revenus du territoire. Les huîtres greffées sont placées en chapelet dans le lagon. Couche après couche, la nacre s'épaissit autour d'une bille parfaitement sphérique de 6 mm au rythme annuel de 1 mm. 18 mois plus tard, on procède à une première récolte. Installées sur pilotis au milieu du lagon, les fermes perlières comportent différentes installations et des plateformes d'élevage et de maintenance. La culture perlière fait appel à une main-d'œuvre très spécialisée. La récolte est toujours une surprise. Pour Moana Constant, comme dans les autres fermes, plus de la moitié des huîtres greffées ne donnent rien et seulement 5% vont donner une perle parfaite. Le spectre de couleurs est large, allant du blanc nacré au noir en passant par l'aubergine, le champagne. Les reflets irisés et le lustre entrent également en ligne de compte pour définir la qualité d'une perle. Enfin là, je suis en train de commencer à trier des kéchis. Et ensuite, je les trie par couleur, peu importe la taille, et ensuite, je les percerai afin de monter quelque chose de baroque qui est très à la mode en ce moment. Pose là, étage. Comme quoi, avec le bac d'eau, ça nous simplifie quand même la tâche, quoi. Ok, ainsi. Deuxième île de l'archipel de la Société par la taille, Raiatea cultive sa différence. Moins touristique que ses voisines, c'est une étape presque incontournable pour qui s'intéresse à la civilisation traditionnelle. L'île est surnommée Raiatea la Sacrée et joue un rôle symbolique capital dans la mythologie. Elle fut en effet le centre religieux de toute la Polynésie. La chaîne principale, surmontée par le mont Te Patu-Arai, se dresse précisément au centre de l'île. Raiatea ne compte pas de plages facilement accessibles, sauf à certains endroits très isolés au sud de l'île. Pour le farniente et la baignade, mieux vaut se faire conduire sur un motu. Raiatea est quelque peu resté à l'écart des grands flux touristiques et on n'y compte pas de grands hôtels de luxe. Le centre de l'île est resté très agricole. Le climat tropical et humide permet de faire pousser de nombreuses espèces de fruits. On trouve également des piments. Les atouts de cette île sont multiples. Son lagon soutient largement la comparaison avec les autres îles et ne s'apprécie pas mieux qu'au cours d'un tour de l'île en pirogue. Raiatea partage le même lagon avec Ta'a, son île sœur accessible uniquement en bateau. Ta'a est justement surnommée l'île vanille. Au début du siècle, la culture de la vanille était florissante sur l'archipel et la production s'élevait à 200 tonnes. Aujourd'hui, elle ne dépasse pas 25 tonnes. Sous les ombrières, on cultive patiemment une des vanilles les plus recherchées. La culture est délicate car particulièrement technique. Sa fécondation est réalisée à la main. Une fois récoltées, les gousses sont amenées à des préparateurs comme Mami Chan qui a toujours vécu ici au milieu des plantations. Ça, c'est tout frais, c'est de ce matin. Et après 4 jours, automatiquement, elle brunit si la vanille est bien à maturité.
On expose au soleil et au bout de combien de jours, on le trie. Il y a ceux qui sont ridés, il y a encore ceux qui sont bien rondes, épaisses. Ceux-là, on doit le remettre au soleil. Le lagon est parsemé d'îlots à la lisière de la barrière de corail, bordés à l'horizon par les fermes perlières. Raiatea est le centre culturel, religieux et historique des îles de la Société. Les légendes la décrivent comme le point de départ des grands navigateurs qui ont essaimé le Pacifique. Le premier roi de Raiatea aurait été Hiro, dieu des voleurs et des marins, qui avec ses compagnons aurait construit les grandes pirogues qui effectuèrent la traversée vers Rarotonga et la Nouvelle-Zélande. L'île devint ultérieurement le siège du culte du dieu Oro. Le grand marae, Tapu Taputea, le plus important de Polynésie, lui est consacré. Oro était le dieu de la guerre qui domina les croyances polynésiennes durant le XVIIIe siècle. Le marae s'étend sur une vaste superficie et date du XVIIe siècle. Malgré son histoire relativement brève, il joua un rôle capital. Autre activité importante, le copra. L'importance de la palmeraie permet ici, comme dans l'ensemble de la Polynésie, de récolter les noix de coco dont la partie comestible sert à fabriquer de l'huile très utilisée dans l'industrie cosmétique. Raiatea et Tahaa sont deux jolis bijoux parfois oubliés par ceux qui succombent un peu facilement au mythe Bora Bora. Ces îles ont su préserver leur atmosphère villageoise, faite de charme, d'harmonie et de simplicité. Elles conservent un doux parfum de sérénité, une nonchalance intemporelle à l'image des sourires des personnes qui vous saluent gentiment. Te Enua Enana, terre des hommes, c'est ainsi que les Marquisiens désignent leur archipel. Le terme de marquise est seulement le nom donné par les premiers explorateurs européens. Cet archipel est le plus septentrional de la Polynésie française. Sur les îles qui le composent, seulement 6 sont habitées. Blocs de lave surgis au beau milieu du Pacifique, ces îles hautes semblent défier en permanence l'immensité océanique. Des cratères partiellement immergés forment de vastes amphithéâtres où se nichent les rares localités. Taiohae est la seule réelle agglomération des Marquises, enroulée autour d'une baie superbe. C'est la capitale économique et administrative de l'archipel. Au début du XIXe siècle, à Nuku'iva, la baie de Taiohae accueillait les santaliers et les baleiniers qui venaient faire relâche. Herman Melville, l'auteur de Moby Dick, engagé à bord d'un baleinier, profita de cette escale pour se faire la belle. Terre de légende, les Marquises abondent de vestiges archéologiques, dont la plupart n'ont pas été inventoriés par les spécialistes. Véritables musées à ciel ouvert, les vallées où rôdent les esprits des morts sont des trésors de la mémoire. Les précipitations sont abondantes aux Marquises et de nombreuses cascades spectaculaires dévalent les plateaux à travers le basalte. Les brusques changements de lumière ne font que renforcer l'impression de puissance et de mystère qui se dégage des montagnes et des vallées. Au
Marquises, on est saisi par ces espaces vierges de présence humaine. La population de l'archipel s'élève à 8000 personnes, mais avant la colonisation, on estime ce nombre à 18 000 pour chuter à 2000 en 1926. Les équipages des baleiniers, en majorité des aventuriers de tout poil, apportèrent dans leurs bagages alcool, armes à feu, syphilis et autres épidémies. L'administration coloniale et les missionnaires firent peu cas des valeurs ancestrales du peuple marquisien. Peu à peu, l'archipel s'est repeuplé et les habitants ont réinvesti leurs valeurs. Mais la population, très faible au regard de l'espace disponible, laisse toute sa place à cette nature fascinante et exubérante. L'île commence tout juste à s'ouvrir au tourisme. Mais les curieux qui s'aventurent ici sont rapidement envoûtés par l'ambiance de mystère qui imprègne chaque lieu. L'accueil de la population, la sensation de bout du monde, l'osmose avec la nature. Ce matin, il pleut sur Taiohae. Les bateaux de pêche reviennent avec le lever du soleil après une nuit passée en mer. Le poisson reste encore relativement abondant aux Marquises malgré les gros chaluts qui pratiquent une pêche industrielle dans les eaux polynésiennes et qui menacent les réserves naturelles. Parfois, la pêche est plus abondante que prévu, couvrant largement les besoins en poissons crus de la population. On salera alors le poisson qui sera boucané et expédié vers Tahiti. En empruntant la route qui traverse l'île vers le nord, la montée vers le col de Te Avaitapuiva est impressionnante, avec au fond les